Comment définir ses objectifs patrimoniaux? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans ce deuxième épisode de Cash et Croissant. Je suis toujours avec Philippe. Salut Philippe. Salut Rémi. Bon, les objectifs, c'est quand même un peu le nerf de la guerre de la gestion de patrimoine, non? Ouais, les objectifs, les projets de vie, qu'est-ce qu'on recherche en fait? C'est toutes ces questions, je pense qu'il faut se poser, sans même parler d'épargne, d'argent ou autre, hein. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie et comment on peut s'organiser d'un point de vue perso, pour y arriver? Est-ce que ça peut vraiment être catastrophique hein, de partir, d'investir à l'aveugle est-ce que ça peut avoir des répercussions vraiment pas ouf si on se lance sans objectif cadré, etc., de savoir où on veut aller? Est-ce que ça peut avoir un impact à long terme terrible pour son patrimoine? Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, investir sans savoir pourquoi on le fait, alors j'avance un peu sur peut-être ta question prochaine sur l'horizon de temps. Bah en fait, on n'a peut-être pas forcément un risque qui est adapté à nos projets de vie. C'est-à-dire que si on a envie, par exemple, quand on est plutôt jeune, d'acquérir une résidence principale à 3 4 ans, forcément, bah, on aura besoin d'avoir un apport pour financer l'achat. Aujourd'hui, les banques financent assez peu sans apport maintenant. On avait encore le cas il y a 5 6 ans, aujourd'hui c'est un peu moins le cas. Et donc, si demain on a besoin d'un apport, qu'on n'a pas forcément le cash nécessaire et qu'on faut piocher dans les investissements qu'on a réalisés sur les 5 6 dernières années. Si ces investissements ont un horizon de placement assez long et donc un risque hyper significatif, enfin, je dis une bêtise, tu vois, un mec qui a investi dans des ETF purement actions, dans du Bitcoin ou autre, et ben, le moment de récupérer son argent, potentiellement, il y aura eu une baisse significative parce qu'il y a eu un moment de marché et on va récupérer. Enfin, il y a une baisse, il y aura peut-être pas forcément. En fait, c'est juste que c'est aléatoire. Tu peux pas. C'est ça, non? Tu peux pas prévoir sur ce genre de placement. Tu peux Bah, pas. c'est ça, sur les différentes classes d'actifs T'es sur pas lesquelles. maître de ce que tu as placé, quoi. Tout à fait. On peut investir aujourd'hui, quand on investit de l'argent, de manière générale, on a différentes classes d'actifs qui sont bah, les actions, l'immobilier, les obligations, le monétaire, la crypto-monnaie. Toutes ces classes d'actifs ont un horizon de temps bien défini. C'est-à-dire qu'historiquement, on sait que les actions et l'immobilier, on a un peu moins de perspective de temps la crypto, mais on sait que les actions et l'immobilier, ou même l'or, c'est des choses qui, sur la longue période, gagnent le plus. Par contre, si on regarde les horizons à court terme, bah, c'est ce qui a le plus de capacité à baisser et de baisser de manière violente. Ben, Donc, à long terme, ouais. ça vaut le coup d'investir là-dedans. À court terme, vaut mieux éviter si on a besoin de cet argent à horizon 2 3 ans, Est-ce quoi. qu'il n'y a pas aussi le potentiel à récupérer vite son capital aussi? Parce que, imaginons, tu parles d'immobilier, mais si on met ça par exemple sur. T'investis, tu as trouvé par exemple que les SCPI c'était super cool, t'investis dedans et finalement au bout de 2 ans tu veux récupérer tes parts. Avec tout ce qui se dit et tout sur ce marché-là, c'est quand même ça peut être compliqué de récupérer ses parts si on le veut là comme ça tout de suite là. Ouais, tout à fait. T'as souvent un temps assez long avant de pouvoir récupérer ton capital, potentiellement à la baisse en plus aussi. Ouais, bah pour ceux qui nous écoutent et qui maîtriseraient pas notre jargon, les SCPI, c'est des sociétés civiles de placement immobilier, c'est des structures d'investissement financières classiques pour lesquelles, en fait, on va déléguer notre argent à une société qui, elle, va investir dans des biens immobiliers et nous délivrer, moins les frais de gestion, une partie des loyers encaissés. Donc, en fait, on va donner en gestion à une structure le fait d'investir dans l'immobilier. Donc sur le papier, c'est top. Surtout que ces sociétés-là, souvent sont investies sur des classes d'actifs qu'on peut souvent pas trop aller chercher en immobilier classique. C'est-à-dire que moi, investisseur, je vais peut-être faire du locatif dans de la résidence principale pour un locataire. Là, dans des SCPI, on va pouvoir aller chercher du bureau, du commerce, des immeubles entiers, peut-être des choses à l'étranger. On va pouvoir se diversifier géographiquement. Donc, sur le papier, les SCPI, c'est hyper intéressant. Maintenant, il est vrai que ben, ça reste un marché. Donc, si jamais en ce moment le marché chute, et c'est ce qui s'est passé avec la remontée des taux il y a 2 ans, avec la remontée de l'inflation, les taux de crédit ont augmenté.
Donc les taux de crédit étant remontés, bah, l'immobilier a chuté. Et en immobilier, la classe d'actifs qui a le plus chuté, c'est le bureau. C'est là où il y a eu plus grosse baisse, notamment due aussi au fait que, bah, avec le télétravail dû au Covid, bah, on a un peu délaissé le bureau, c'est en train de revenir, mais en tout cas, des bureaux un peu moins présents, des taux qui ont augmenté, ça s'est plus ou moins cassé la figure. Alors, c'est en train de remonter petit à petit, mais le fait est que les gens, si jamais, par exemple, vous avez un projet d'achat, et là, vous dites, bah, je vais revendre mes SCPI, si en fait, c'est pas le moment de revendre, et en plus de ça, bah, personne n'en veut, bah, votre argent, il est bloqué. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment sur certaines SCPI. Je pense qu'on aura l'occasion de faire un podcast entier sur les Ouais, SCPI. tout à fait, ouais. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que si vous vous dites à un moment donné, bah, en fait, j'ai investi à 3 ans, je vais dans les SCPI parce qu'en général, ça fait entre 4 et Sans 5% rien de faire, rendement. sans rien faire, c'est vraiment Ça du va rien passif, faire. quoi. C'est du passif. Ça va rien faire en 3 ans. Vous allez pas pouvoir récupérer votre argent parce que personne n'en veut. En plus, potentiellement, il y avait des frais de souscription qui sont en réalité pris à la sortie. On met 100, on récupère 90. Et donc, mis bout à bout, bah, est-ce que c'était le bon plan pour acquérir une résidence principale, d'investir en immobilier à côté pour le récupérer à 3 ans? Je pense pas. Je pense qu'il aurait mieux valu privilégier des actifs à court terme, livret A, PEL, assurance vie en fonds euros, où bah, à la sortie, certes, on Du n'a pas PEL, gagné beaucoup. c'est vraiment court terme? Parce que tu peux l'éclater quand tu veux, c'est ça? Alors, le PEL, quand tu le récupères, tu es obligé de sortir l'intégralité du plan. Après, bon, comme son nom l'indique, on est sur un plan d'épargne logement. En réalité, les taux d'intérêt aujourd'hui sont assez faibles. Pour Ouais, c'est avoir un ça. prêt associé, parce qu'un PEL a l'avantage d'avoir un prêt associé en cas de projet immobilier. Ouais, mais il faut quand même, faut que Aujourd'hui, ça les dure un prêts petit du peu, non? PEL, ouais, ils sont calculés déjà selon les intérêts qu'on a eu sur le PEL. Donc déjà, il faut avoir un bon PEL pour avoir un bon prêt. Et en plus de ça, bah, les taux qui sont pratiqués, à l'heure actuelle, je crois qu'on est à 3,20 sur sur le taux du PEL si on l'ouvre aujourd'hui. 3,20, bon, c'est un peu moins cher que le marché, mais c'est 3,20 sur une part minime parce qu'en fait, on n'aura pas obtenu Ouais. les intérêts en question. Sinon, Donc, faut attendre un sacré bout de temps avant de et là, mon vraiment que ça devienne propos sur le intéressant, quoi. PEL, c'était de se dire, c'est sécurisé, je Oui, ne oui, peux pas perdre d'argent. À 3 ans, on ne peut pas se permettre, si on peut vraiment perdre on en a ouais, besoin, on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. de perdre de l'argent là-dessus. Et donc, pour résumer sur ce qu'on s'est dit, Ouais, du coup, oui, les objectifs, c'est hyper important. en fait, les objectifs, ils vont être, ils sont hyper importants et ils conditionnent aussi la façon dont tu vas investir dans le temps, en fait. C'est là où on peut faire le parallèle sur, finalement, tu as t'as trois horizons de temps, quoi. Tu as le court terme, le moyen terme, le long terme. Et c'est là-dedans où plus tu as de temps, enfin, sur un horizon long, c'est là où tu vas aller chercher un peu du risque de l'investissement risqué pour augmenter ton capital, quoi. Voilà, et je pense que pour un peu mieux investir, je pense qu'il faut commencer par se poser et se dire, ben, qu'est-ce qui demain dans ma vie nécessitera de l'argent? Soit de l'argent ponctuel, apport pour une résidence principale, projet de formation, mariage, soit quelque chose qui va demander Du du voyage régulier, aussi, parce que ça, enfin, tu vois, voyage. tout ce genre de trucs, en fait, c'est pareil, Ouais, ça il y a va plein de gens aujourd'hui qui s'anticiper, se disent, quoi. je vais prendre une année sabbatique et je vais partir un an à l'étranger. Ça a un coût. Mais ça, je le mettrais plus dans le second volet, c'est-à-dire un financement régulier. C'est-à-dire que les études des enfants, un changement professionnel où on sait qu'on va perdre, je sais pas, un salarié qui devient chef d'entreprise. Potentiellement, Par exemple. hormis le chômage, ça va être un peu technique. Un départ pendant un an, par exemple. Ou un projet de voyage, mais plus ponctuel. Mais tout ce que je viens d'évoquer nécessite de l'argent. Et donc après, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qui est prioritaire? Parce qu'à un moment donné, bah, potentiellement, la masse d'argent qu'il faudrait avoir pour réaliser tous vos besoins sera peut-être trop importante par rapport à la réalité de ce que vous pouvez mettre de côté. Et donc, dans ce cas-là, après, derrière, c'est bah, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? La résidence principale est peut-être plus prioritaire que mon voyage Ouais, et puis à faut l'étranger. prendre aussi peut-être en compte son rythme de vie aussi. Enfin, l'argent dont tu as besoin tous les mois pour vivre et comment tu vis aussi. Parce que ça peut être aussi quelque chose que tu peux arbitrer si tu veux derrière allouer plus de moyens sur la constitution ou le développement de ton patrimoine aussi.
Tu vois, il y a tout Ça un, rentre aussi dans le compte, c'est dans le calcul, tout ça. il y a une partie surtout la jeune génération, qui se disent, aujourd'hui je charbonne et je veux partir à 40 ans. Je bosse 15 ans et à 40 je m'arrête. Ben ça, typiquement, il y a plein de questions à se poser pour dire, bah oui, quel est mon besoin de revenu quand je vais arrêter? Aujourd'hui, on est en France, donc on va avoir une retraite à l'âge de 64 ans selon le système actuel. Est-ce que déjà je crois en la retraite, en la capacité de la retraite à me financer dans X années parce que le système périclite? Et en plus de ça, bah, si on a confiance dans le système, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'année 40 à l'année 64, il n'y aura aucune cotisation quasi, si jamais on vit sur notre patrimoine. Et donc, bah, ça aura aussi des conséquences à la retraite. Donc, ça va être de dire, bah, euh, est-ce que mon projet, il n'est pas trop déconnant par rapport à une réalité? Enfin, je dis une bêtise, on a besoin de 2000 € par Ou mois est-ce que, quand ou déjà. est-ce que tu peux vraiment t'arrêter fondamentalement de travailler, quoi? Ou est-ce qu'il ne Ouais, c'est ça. faudra pas que à un moment donné, tu ailles chercher quand même des revenus un peu ponctuels Bah, tu vois, si tu veux tenir le rythme, quoi? la chose à se dire, c'est bah, combien j'ai besoin de revenus par mois à aller chercher, pendant combien de temps. Est-ce que ce revenu-là, je vais pas l'augmenter à hauteur de l'inflation parce que bah, mes charges, j'ai pas envie, enfin mon train de vie, j'ai envie qu'il soit conservé. Et bah, à terme, quel capital je dois avoir à générer d'ici là? Et donc, quand on a cette notion de capital, alors, bah, le problème, c'est qu'il faut faire des calculs. Hein. Ah bon? Faut aimer ça, Ah mais ouais, tu ne sors pas comme ça du chapeau, toi. ouais, je suis un peu du chapeau, mais Moi, je demande à quand Claude on a maintenant, de toute cette façon. notion de capital, pour y arriver, combien il faut que je mette de côté? Et ben là, déjà, on a un objectif. Et si derrière, ben, il y a d'autres objectifs qui viennent en ligne de compte, si ma capacité d'épargne, alors déjà, si ma capacité d'épargne ne me permet pas de générer ce revenu-là, ça peut être de se dire, bah, mon projet, je vais peut-être le faire dans 5 ans plus tard, ou peut-être que je vais diminuer mon besoin. Il y a des arbitrages à faire. En gros, si je résume, tu casses les rêves des gens, quoi. C'est ça, un petit peu. Je mets une réalité. J'amène une réalité. C'est À beau. dire, bah oui, c'est bien C'est plus beau, joli. c'est bien beau de vivre avec des rêves, mais Tu les. Ouais, en fait, tu montres les barrières sur le papier, quoi. bah, ouais, je montre la Sur le réalité fichier des Excel, choses, à pardon. dire. Soyons plus précis. Et tu vois, de penser par exemple que on va pouvoir faire à court terme 10% de rendement par an pendant 3 ans et récupérer avec 130% de notre investissement. Alors oui, à long terme, c'est des choses qui sont faisables, Sinon, ça s'appelle du potentiellement, Girardin industriel, non? C'est ça? mais à long terme, à court terme, c'est pas envisageable. Donc c'est ouais, les objectifs. Moi, en tout cas, en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est la base. Bah, disons que Moi, je ne le court regarde pas terme, un patrimoine pour connaître les tu projets des gens. vas devoir aller chercher, si tu veux autant de rendement, tu vas devoir aller chercher des trucs hyper risqués où tu as plus de chances de perdre ton capital que de l'améliorer finalement. Bah, à long terme, il y a grande chance que le capital soit augmenté. Non, mais Parce là, que le je te parle à court terme, moi. Juste si tu Ah bah à veux. court terme, Si, c'est un enfin, pari. c'est un peu. Ouais, c'est une illusion, quoi, presque. Ou alors, Ah, faut avoir suffisamment de. Faut investir à plusieurs endroits et avoir déjà un capital assez important pour se permettre d'en perdre une partie en fait, de taper à plusieurs endroits pour se dire il y a deux ou trois endroits où ça va tellement performer que au global ça va me faire une augmentation significative, quoi. ouais, tout à fait. Bah moi, ce que je pense, c'est que le risque à long terme, c'est une stratégie. Le risque à court terme, c'est un pari. Ouais, voilà, c'est ça. On ne maîtrise pas. Bah, tu vois, en ce moment, sans faire de politique, Donald Trump qui attaque l'Iran, euh, on l'avait pas prévu celle-là. Hein. Le marché, il a fait -8 ou -10 en l'espace de 2 jours. Là, on a eu la réouverture du détroit d'Ormuz, on a fait +3 sur le S&P 500 le jour qui a suivi. C'est hyper fluctuant, mais par contre, si on regarde les statistiques, ça fonctionne. Le marché américain en 2008, quand la crise des subprimes est arrivée, je crois qu'on sur le S&P, on était à -30, quelque chose comme ça. Euh, on a mis 5 ans à récupérer la baisse. Par contre, en 5 ans, attends, je regarde. Hop, si, c'est à 2 minutes. Donc en novembre 2007, le S&P 500,
jusqu'en 2009, on a fait moins 54. Et on est revenu en positif en 2013. Ouais, c'est. Donc, et aujourd'hui, si on se met à date, on a fait plus 360%. Ceux qui ont investi petit à petit là-dedans, ils ont embarqué du coup tout le flux d'augmentation, quoi. Si tu fais de l'investissement récurrent là-dessus. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et même d'un point de vue psychologique, tu vois. Imaginons, tu as un projet à court terme, tu as investi ton argent là, sur un ETF S&P 500 en novembre 2007. Euh, Imaginons, tu as un projet en 2008. Bah, en 2008, tu es à moins 15, moins 20. Tu te dis, bah merde, mon projet, il est maintenant, il faut que je sorte. Tu réduis le Après, il y a... projet sinon. Comment? Tu réduis le projet. Tu Ouais, tu réduis le réduis projet ou tu trouves de l'ambition du l'argent projet. ailleurs. Ouais, ouais, Mais c'est du coup, clair. c'était pas le bon plan d'investir là-dessus. Par contre, là où si on accepte le risque, alors la difficulté, c'est que sur le papier, on accepte le risque quand on voit les gains. Maintenant, c'est en situation de baisse, quand on est à moins 50, pour reprendre cet exemple, quand on est à moins 50, comment on est en capacité de réagir? Le moins 50, je pense qu'à un moment donné, il faut se rappeler les bases, à dire, ben, OK, le marché action américain, par exemple, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, à long terme. Mon projet qu'on s'est fixé, il est dans 15 ans. On est dans une situation de baisse où bah, il y a des entreprises qui ont mis la clé sous la porte, il y a eu des licenciements, l'inflation a augmenté, les gens ont commencé à moins dépenser, et donc du coup, bah, le chiffre d'affaires des sociétés ont commencé à diminuer. Ça va prendre du temps de relancer l'économie, mais je crois en l'actif action de manière générale. Mon projet est dans 20 ans, je reste. Il n'y a pas de problème. Alors après, psychologiquement, Ben, quand on là-dedans, met 100 000 et qu'on a plus de 50 000, faut y aller. est-ce qu'il Hein. faut pas un peu oublier après, est-ce qu'il faut pas l'oublier aussi un peu ce truc? Faut pas y aller tous les jours en fait. Quand tu pars dans cette stratégie-là, c'est quoi? C'est des points. Tu fais quoi? Des points. Typiquement, toi, tu fais quoi? Des points annuels, trimestriels ou tous les 2 ans? Je sais pas. Avec mes clients? Ouais, sur ce genre d'actifs, parce que ça, tu peux avoir le pendant dans l'assurance vie aussi finalement. Quand tu suis un indice boursier investi dans une assurance vie, c'est le même principe finalement. Ouais, tout à fait. Ben, bon, moi, je fais pas de l'analyse technique où on va faire des choix quotidiens. Moi, je pense que une stratégie sur 6-8 mois, c'est plutôt cohérent. C'est plutôt cohérent. Après, on ne pourra pas faire mieux que le marché. Donc, si tous les marchés chutent, Bah, on chutera. ça veut dire que tu en achètes plus. On, Non, chu- c'est pas on ça. chu- on chutera. Et ben, la difficulté, on pourrait nous dire, par exemple, euh, vous auriez pu le voir venir. Alors, bon, la plupart du temps, on peut pas. Hein. Enfin, Bah, c'est... en fait, après là, sinon il faut faire que ça tout le temps en fait. Il faut Ouais, être. mais regarde les marchés. Les marchés se sont cassés la figure comme tout le monde. Il n'y a pas eu un Ouais. tressaillement au début. Si on regarde, alors moi, je l'avais déjà dit, moi je suis juriste de formation. J'étais pas financier, mais si on regarde par exemple sur de l'éducation financière, si les gens regardent The Big Short qui parle de cette situation, et c'est un film que je recommande beaucoup, bon, qui est assez technique quand même, mais qui explique la situation où en fait on a maquillé par des jeux d'enveloppe la note des crédits de ce qu'on achetait. C'était ça l'origine de 2008. Hein. C'est qu'en fait on avait des crédits qui rapportaient, qui avaient des taux d'intérêt importants pour lesquels on avait une note de crédit assez bonne. C'est-à-dire qu'on avait considéré que les gens avaient une très bonne situation et en plus payaient des gros taux d'intérêt. Alors, en règle générale, on finance, c'est assez simple à comprendre que plus on a de rendement, plus on a de risque. Et donc là, on avait réussi à maquiller des choses en disant c'est du triple A. Donc, en note, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, on n'a quasi aucun défaut, mais ça rapporte du X% à l'année. Et donc, en fait, on a des gens qui ont acheté, qui ont acheté, qui ont acheté. Et la situation, alors je ne suis pas spécialiste du sujet, hein, mais la situation est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur, c'était de la merde. Et donc, le jour où on s'est rendu compte que c'était de la merde, ça s'est cassé la gueule. Ouais. Et du coup, Ça s'est cassé la gueule. Et donc, pour revenir à ça, tu bah passes oui, du rêve à la réalité finalement là. Après, tu reviens sur Terre quoi. tu reviens sur Terre.
Tu reviens sur Ok. Terre, et donc la question à se poser, c'est s'il y a des gens qui, à court terme, s'étaient dit, ben oui, on est triple A, j'y vais, ça gagne 10%, ça va peut-être se poser quelques questions à dire, c'est pas normal en fait, il n'y a rien qui nous propose ces rendements-là à court terme. Ok. Donc oui, les objectifs, pour moi, c'est la base. Ben ouais, du coup, donc dernière question pour terminer sur ce petit bloc-là, c'est comment on fait du coup pour valider un objectif et comment on part. En gros, c'est quoi les outils concrets pour valider un objectif et comment on regarde, euh, comment on décide de cet horizon de temps. C'est-à-dire les outils. T'entends quoi par là? Bah, les outils, en gros, c'est quelles questions tu dois te poser par rapport à ta situation à toi, quoi, en gros. Comment tu fais le constat de où tu en es maintenant pour ensuite te projeter dans l'avenir. Bah, moi, je vais plutôt parler de ce que je pratique en rendez-vous. Donc, moi, en gestion de patrimoine, donc, pour moi, les objectifs, c'est hyper important. Et c'est ce que j'amène en rendez-vous découverte. Souvent, rendez-vous découverte, moi, je le considère comme un, c'est mon premier rendez-vous. Et ce premier rendez-vous, j'essaye, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de data. Bon, j'ai besoin de comprendre un peu l'état du patrimoine et où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il est juste pour que les gens comprennent bien, toi, c'est payant ce rendez-vous de découverte ou Non, non, c'est gratuit. c'est gratuit? C'est offert. C'est offert. Moi, en tout cas, ma façon de travailler, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais ma façon de travailler, c'est on se rencontre une première fois. Vous allez m'expliquer quels sont vos projets, quel est votre patrimoine. Alors, d'un point de vue, j'ai pas besoin c'est plutôt des ordres de grandeur. Et là, moi, je vais poser des questions. Déjà pour essayer de comprendre pourquoi vous avez fait ça, et après pour essayer de comprendre quels sont vos projets. Et je vais revenir sur les projets juste après, mais pour répondre à ta question secondaire. Et à la fin du rendez-vous, j'ai une idée du temps que je vais consacrer à une étude complète de la situation en fonction des projets. Et à ce moment-là, je fais un devis. Ok. Voilà comment je travaille. Et donc, sur ces projets, en fait, souvent, je vais commencer le rendez-vous. Alors, déjà, je fais une petite présentation du cabinet qui explique que, ben, effectivement, les projets, c'est hyper important dans ma démarche, que des objectifs comme la préparation à la retraite, les études des enfants, l'expatriation, il y a des gens qui veulent partir à l'étranger, c'est des sujets. Donc déjà, quand je commence mon rendez-vous, je fais une petite présentation de comment je travaille. Et donc, ça me met déjà, je pense, des puces à l'oreille à certaines personnes. Et après, je commence direct à dire, bah, c'est quoi vos envies? Et donc, à court, moyen, long terme. Et donc là, souvent, j'ai des gens qui vont me dire, bah, à court terme, c'est vrai que j'aimerais acheter une résidence principale ou changer de résidence principale, ou je vais me marier quand c'est des gens qui sont plutôt jeunes. Bon, il y a des moins jeunes aussi qui se marient. Je vais me marier, donc c'est un budget, hein, le mariage, forcément. Euh, qui vont me dire bah, j'aimerais bien préparer ma retraite parce que ben, j'ai une situation compliquée où je ne crois pas en l'avenir du système français, donc j'aimerais bien mettre de côté. Et ça, c'est plutôt quelque chose de la nouvelle génération qui, en fait, ne considère pas que l'État va financer le La besoin à la retraite, retraite, ouais. qu'il va falloir faire quelque chose. Et après, si tout n'est pas évoqué, bah, je vais prendre la situation, parce que la personne m'a expliqué un peu sa situation familiale, et là, je vais dire, bah voilà, bah, les études des enfants, est-ce que c'est un sujet? Est-ce que, d'un point de vue un peu plus juridique, est-ce que la transmission du patrimoine, c'est une thématique qui est intéressante? Pour un chef d'entreprise, par exemple, est-ce qu'on a besoin de se couvrir en cas de maladie, d'accident, d'handicap vis-à-vis du revenu ou vis-à-vis de la famille? Tu vois, ça va être ces sujets-là. En réalité, les projets de vie, bah, on les a plus ou moins tous évoqués, hein. C'est les études des enfants, Ouais. c'est la retraite, c'est la succession, c'est le fait de partir en voyage, c'est le fait de financer un projet, c'est le fait de changer de vie professionnelle, de partir à l'étranger. Et tu vois, parce qu'on voit souvent aussi, tu sais, comme objectif, genre payer moins d'impôts, ce genre de choses. Est-ce que c'est en soi un objectif finalement? C'est pas plutôt un moyen pour répondre à quelque chose plus qu'un Ouais, objectif pareil, moi, c'est ma vision. l'investissement en immobilier, si on met. Est-ce que c'est. Enfin, c'est plutôt. Ouais, c'est plutôt un moyen plutôt qu'un objectif en soi en fait. Moi, c'est ma vision. Moi, ma vision, c'est de, c'est de dire que la fiscalité, c'est pas un objectif. La fiscalité, c'est pas un objectif. Alors, je pense qu'il y a des choix à faire et des optimisations à réaliser pour un peu moins payer d'impôts, parce qu'on aurait les moyens d'eux. Ça, c'est pas un sujet. Mais par contre,
effectivement, de se dire de payer moins d'impôts juste pour payer moins d'impôts, non. Payer moins d'impôts Ça pour peut avoir un... t'amener, ça peut t'amener en plus à faire des grosses conneries finalement, parce que tu chasses tellement l'impôt que finalement tu mets des œillères un peu, tu peux passer à côté de trucs qui sont beaucoup mieux finalement. Ouais, tout à fait. Et même, ça peut être aussi déstabilisant par rapport au projet. Imaginons, par exemple, donc pour moi, le fait de réduire les impôts, si demain, c'est pour avoir un peu plus de budget dans sa vie quotidienne parce qu'on a un peu moins payé d'impôts, bah, c'est une chose. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les avantages fiscaux qui nous sont procurés, hormis l'optimisation comptable purement, comme par exemple les frais réels pour des salariés ou des charges comptables pour des professionnels, en règle générale, toutes les niches fiscales qui existent en France nécessitent de l'investissement. Que ça soit de l'immobilier, on parlait tout à l'heure du Girard industriel, que ça soit la déduction des cotisations sur des plans d'épargne retraite. Tout ça, ça nécessite de Oui, l'argent d'investir à chaque fois. d'investir Ouais. mensuellement ou ponctuellement. Et donc, du coup, est-ce que l'investissement que je vais réaliser, je ne sais pas, par exemple, un investissement locatif défiscalisant, est-ce que l'apport que je vais mettre et l'effort d'épargne que je vais mettre tous les mois dans cette solution ne va pas impacter un projet que j'avais de côté qui nécessite de l'argent à plus court terme et qu'en fait, ma recherche d'optimisation fiscale permanente fait que je ne vais pas avoir les moyens de financer un voyage dans 5 ans parce qu'en fait, j'ai mis de l'argent qui est bloqué pendant 5 ans. Ou par exemple, des fonds d'investissement dans les entreprises bloqués pendant 5 ans. Bah, j'avais un projet à 5 ans. Certes, du coup, à 5 ans, ça colle. Mais qu'est-ce qui me dit que le niveau de risque associé à ce type d'investissement n'est pas trop important Ouais. par rapport au fait que je dois récupérer cet argent dans 5 ans, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, la fiscalité, ce n'est pas un objectif. C'est un moyen soit de récupérer un budget tous les mois pour investir, soit ben, la niche en question nous permet de répondre à un objectif. Par exemple, je ne sais pas, l'immobilier défiscalisant, Mais ça ça peut te peut permettre de permettre. faire une pierre deux coups finalement, de le greffer sur un objectif plus long-termiste, hein, Exactement. Tu vois, ça peut permettre de générer un patrimoine plus important demain pour répondre à des besoins de revenus complémentaires ou de capital. Ça peut être une solution pour, en fait, bah, vu que ce que je gagne tous les mois grâce aux impôts, je peux le réinvestir et donc, du coup, comptablement, ça fonctionne. Pour moi, au même titre que l'investissement, les impôts, ce n'est qu'un moyen. Après, voilà, si on peut optimiser, bah, enfin, faut pas être le dindon de la farce non plus, hein. Si on peut faire de l'optimisation fiscale, autant le faire. En tout cas, c'est ma vision. ouais. Mais souvent, si on veut chercher des niches, ça nécessite des investissements. Si l'investissement n'est pas cohérent avec les projets, Ça sert à oui, c'est pour contre-productif moi, je même. vois pas C'est trop méga l'intérêt, quoi. contre-productif finalement. Et donc, la définition de ces Ok. objectifs personnels est hyper importante selon moi. Et après, quand on a défini ce qu'on souhaite faire dans le futur et les besoins qu'on aurait dans le futur, après, ça va être une question de priorisation, de dire qu'est-ce qui est le plus important qu'un autre. Ok. Bah, c'est pas mal. Et après, pour terminer, se dire aussi que s'autoriser que les objectifs qu'on a à un instant T, même s'ils sont long terme, bah, ils peuvent aussi être, ils sont pas figés dans le marbre, ils sont mouvants et on peut les changer. Donc c'est ça aussi qui est pertinent d'être accompagné, c'est que bah, tu peux aider aussi à anticiper ce genre de... Enfin, toi, tu sais quoi. Tu sais que des objectifs comme ça, t'en as un aujourd'hui, mais dans 10 15 ans, tu vas changer peut-être psychologiquement. Tu vas avoir des changements, tu vas vouloir passer à autre chose. Et en fait, il faut tout réaxer. Et voilà, ça s'anticipe aussi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais ça, ça, ça se calcule, quoi. Enfin, Ouais, ça se calcule et en fait, bah, ce que tu dis est hyper intéressant. Moi, je pense qu'un patrimoine, pour moi, ce que je disais, mon rendez-vous découverte à la suite, moi, ce que je propose, c'est quelque chose d'assez standard, c'est un bilan patrimonial pour vraiment définir une stratégie. Si on commence à travailler sur ce genre de choses, c'est pas on fait le point, on fait une stratégie, on regarde plus pendant 20 ans, on ferme les yeux. Non, non, c'est on suit, on optimise, on regarde la rentabilité, on fait des arbitrages, on fait des changements qui nécessitent on vérifie les objectifs. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients chaque année, c'est on dit, bah voilà, au départ, on avait dit ça, est-ce que c'est toujours OK? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se sont intercalées qui fait qu'on a besoin de faire des changements importants? Et par rapport à ces changements, tu vois, imaginons demain, quelqu'un qui veut partir à la retraite, enfin préparer la retraite.
préparer la retraite, ça nécessite des revenus complémentaires. Ces revenus complémentaires, on peut les alimenter de deux manières. Soit on les alimente par de l'immobilier, par exemple, ou des rentes dans des solutions qui versent tous les mois quelque chose, ou tous les trimestres quelque chose. Mais ça, on n'aura qu'une fraction de notre épargne. C'est-à-dire que si jamais on a un bien qui vaut 100 et qui génère 4% de loyer, on va récupérer que 4. Est-ce que le 4 suffit? Si on a besoin de plus, potentiellement, les actifs financiers seraient plus intéressants parce que les actifs financiers ont la possibilité quand même d'être récupérés à hauteur à la fois des intérêts, mais également le capital. Par contre, chaque année, on en a un peu moins parce qu'on prend dans ce fameux capital. À Ouais, on le l'inverse de grignote. l'immobilier, tu ne peux pas revendre une porte dès que tu as besoin d'un peu plus que le loyer. Sinon, à la fin, ta maison, elle ressemble à rien. Mais, mais en tout cas, c'est l'idée. Mais c'est pas pour autant que tu peux pas. Tu sais, déjà, bon, c'est compliqué de prévoir aussi long terme à 20 ans ce que sera ta vie. Mais on peut très bien se dire. Ça dépend des personnes. T'en as qui sont déjà hyper câblés et d'autres où ça va être Ah oui, beaucoup, non, mais beaucoup ça, plus c'est tard. évident. Ouais. Mais la vie fait qu'il va y avoir des changements. Ah oui, c'est clair. Il y a des choses dans la vie, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des bonnes choses qui peuvent arriver. On peut très bien se dire je vais rester salarié toute ma vie. Au bout de 10 ans, dire c'est bon, j'en ai marre, je monte mon activité. Et rien ne nous empêche, par exemple, de se dire j'investis en immobilier parce qu'en fait, on a fait nos calculs, la rentabilité de mon projet est bonne par rapport à l'effort réel que je pratique. Mais par contre, à la retraite, moi, j'ai eu un rendement dans le cash que j'ai réinvesti. Donc ça, on va pouvoir en parler, je pense, dans des futurs podcasts. Mais le cash que j'ai mis dans l'immobilier a quand même été assez rentable. Par contre, à ma retraite, j'ai besoin de plus que le montant des loyers. Dans ce cas-là, je vais revendre mon bien. Donc là, c'est un arbitrage qu'on peut faire. Le financier, lui, il a cet avantage d'être hyper flexible. C'est-à-dire que si on a mis de côté et qu'on veut récupérer une partie, rien ne nous empêche. C'est juste, demain, on n'aura peut-être pas l'argent pour des projets qu'on s'était fixés parce qu'on en a récupéré pour d'autres. On a la possibilité, par exemple, de dire je mets 200 euros par mois, je mets plus que 100 parce que j'ai une difficulté passagère. On peut, mais du coup, on ne répondra pas aux objectifs. Il faut le savoir, on ne répondra pas aux objectifs qu'on s'est fixés par rapport à la stratégie. À l'inverse, l'immobilier, si on veut le revendre à 5 ans, entre les frais de notaire, tout ce qu'on a mis tous les mois et potentiellement une baisse de marché, parce que 5 ans sur un marché immobilier, ça reste quand même assez court. Il y a rarement, il y a des villes qui ont explosé en 2 ans, comme Bordeaux, par exemple, post-Covid. Mais depuis, elles se sont rattrapées et je crois que Bordeaux a perdu -9 en une année. Oui, après, il faut être bon dans l'endroit où tu investis, parce qu'il y a des villes il y a des villes où ça bouge pas non plus. Il n'y a pas un écart de dingue entre une évolution. Enfin, il n'y a pas une baisse. Ça reste Ouais. assez stable, généralement, où ça fait voir. Ouais, mais monter un regarde, petit là peu. aujourd'hui, avec l'évolution des taux d'intérêt, nationalement, il y a eu quand même une baisse du marché Ouais, ça immobilier. devient plus compliqué. Ça devient un peu plus Tout ça pour compliqué. dire que il faut choisir ses Ouais. actifs. Et que à long terme, effectivement, l'immobilier est pertinent. Mais si on doit faire des changements des ventes, vaut mieux que ça soit pour des projets qui arriveront à long terme, où là, on pourra décider d'une revente et on sait que statistiquement, le bien vaudra plus cher que ce qu'on a mis à la base. À Disons court que, terme, le ouais, financier a cet avantage d'être beaucoup plus flexible. en tout cas, ouais, l'immobilier, il demande plus de ressources au démarrage, quoi. Plus Enfin, de ressources. sur le long terme. Alors que le financier, effectivement, c'est beaucoup plus flexible. Tu vas, même si tu peux, si c'est mal calibré à l'intérieur, mettons d'un contrat d'assurance vie pour citer que celui-ci, tu peux aussi perdre de l'argent pas bien monté à l'intérieur, quoi. Oui, tout à fait. Et je pense que du coup, par rapport à cette flexibilité ou ce rendement, Mais t'es plus etc., flexible. déjà, Ouais. je pense que c'est la diversification quand on investit est essentielle. Être sur de l'immobilier, c'est pertinent, mais que ça, je pense qu'il y a d'autres actifs à aller chercher. Mais surtout, en termes de flexibilité, avoir du financier, de l'immobilier, ça permet quand même de faire des arbitrages et de suivre. Et donc, oui, la difficulté de notre pratique en gestion de patrimoine, que ce soit moi en tant que professionnel ou ceux qui nous écoutent en tant que particulier, ça nécessite de mettre des chiffres, ça nécessite de se poser des questions, de faire le point de temps en temps. Et malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas câblés qui ont surtout d'autres qualités. Hein. Je n'ai j'ai rien contre les gens qui sont un peu rêveurs sur ces questions. Et c'est pour ça que souvent on fait appel à moi en disant aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de gérer, mais que je veux que ça soit bien géré. Dans ce cas-là, je veux quelqu'un qui arrive à analyser tout ça. Ouais, on te délègue cette partie-là, quoi. C'est
Non, c'est cool. Et moi, mon premier travail, c'est d'aider les gens à se poser les bonnes questions. Et je pense que c'est ça la base, se poser les bonnes questions. Eh ben, c'est une belle phrase de fin, je pense, hein, pour clôturer cet épisode. Posez-vous des bonnes questions. Posez-vous des bonnes Et si vous avez du mal, allez voir un bon CGP, questions. comme Philippe Il y en a par plein, exemple. il y en a plein qui peuvent, qui sont très compétents dans notre métier. Oui, ben ça c'est sûr, c'est sûr. Après voilà, encore une fois, il faut trouver chaussure à son pied, comme on dit. Faut pas hésiter à en solliciter plusieurs et voir avec qui on a une affinité. Ouais. Et pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, on a fait un premier podcast sur qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine. On y Donc répond n'hésitez en pas, partie. Je pense on y reviendra dessus parce on y que reviendra. ça a été, ça n'a pas été traité dans sa globalité, mais c'est déjà un bon départ. N'hésitez pas à aller écouter notre premier Tout podcast. à fait, allez-y. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein. On les lira, on les traitera, et c'est un peu l'objectif du podcast, qu'il soit un peu vivant. Et quoi d'autre? Ouais, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Et puis on se retrouve dans 2 semaines normalement, si tout va bien. Salut Allez, Philippe! merci, ami. Salut. Bye bye.